plus qu'un plaisir, aimable téléspectateurs, de vous savoir très à suivre ce magazine. Oui, ça fait débat. Nous sommes là bien au rendez-vous pour évoquer l'actualité, oui, qui bouge également en République démocratique du Congo. On reste sur le volet sécuritaire. Oui, on en parle encore aujourd'hui. Les lignes pour le dialogue inclusif se définissent petit à petit. Aujourd'hui, l'Angola peut-il justement fédérer toutes les parties prenantes autour d'un dialogue? C'est la thématique que nous allons aborder aujourd'hui au regard des faits, au regard des signes avant-coureurs que nous observons. Eh bien, on va analyser cela ici sur ce plateau avec des invités. Oui, nous avons M. Henri Mutombo, écrivain et chercheur en fiscalité. Bonjour et bienvenue à vous et meilleurs vœux. Bonjour Madame Boutella et merci beaucoup de cette invitation pour l'année 2026. Je crois que c'est la première émission de l'année 2026. Et merci également à cette belle chaîne qui nous donne l'opportunité d'échanger régulièrement avec notre peuple. Et aussi, j'en profite pour vous présenter mes vœux le meilleur pour 2026. Merci. Et aussi à vos nombreux téléspectateurs qui suivent au quotidien cette chaîne. Que Dieu les bénisse et que Dieu bénisse la RDC. Comme l'avait dit Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les ténèbres ne régneront pas toujours. Nous allons également de l'autre côté, M. Bob Ngoï. Maître, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Madame Arlette. On vous reçoit en tant qu'analyste, évidemment, sur ce plateau. Tout à fait. J'aime bien mettre le mot indépendant aussi. Analyste indépendant. C'est la précision et les détails. Tout à fait. Grand merci à vous. Nous aurons également sur ce plateau M. Jean Mwangou, mais aussi M. Olivier Sambaï qui seront de notre sur ce plateau. Oui, c'est un jour férié sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous commémorons notre héros national, Mzee Laurent Désiré et Kabila. Oui, on le surnomme soldat du peuple. Une image aujourd'hui de l'amour justement de la patrie avec sa phrase célèbre « Ne jamais trahir le Congo ». Une image du nationalisme pur et dur, une image qui continuera à marquer des générations, une image qui a su réveiller dans tous les Congolais un sens élevé du patriotisme en voulant appeler les uns et les autres non seulement à l'unité nationale, mais aussi à la fierté nationale, au fait de penser que le bien ne peut venir que de chez nous, au fait de se dire que même au péril de sa vie, on doit défendre la patrie, on doit aller de l'avant. Mais je suis un peu contre ceux qui veulent ternir l'image. Il y a comme une tendance des uns et des autres qui semble aller à vouloir diaboliser Mzee Laurent Désiré Kabila. Je crois que c'est une ingratitude qu'il ne faut pas soutenir, il ne faut pas transformer l'histoire. Mzee Laurent Désiré Kabila reste un grand nom, l'icône du nationalisme de ce pays. Et je crois qu'il y a quand même encore dans ce pays des gens qui connaissent l'histoire et qui retiennent de Mzee Laurent Désiré Kabila comme l'image d'un soldat du peuple, d'un président de la République qui avait le souci de donner la fierté à la République démocratique du Congo et surtout à tenir tête à tous ceux qui voulaient mettre à genoux notre pays. Et voilà. Et monsieur Henri Mutombo, justement, on évoque aujourd'hui ce héros national, des journées qui sont célébrées à ce jour en méditation, carrément, rien d'organisation, aucune commémoration sur le plan national. Le gouvernement passe cette activité inaperçue quand même. Il faudrait le marteler pour les historiens, mais également pour nous qui aimons la République démocratique du Congo, que l'histoire reste l'histoire. Effectivement, l'histoire, on ne la change jamais, on ne la torpille pas non plus. Mais il va falloir ici préciser une chose, c'est que quand on se met aux avant-postes pour mener un combat, il va falloir maîtriser les b.a.-ba, le rudiment même de ce combat que l'on veut porter et la cause même de ce pourquoi on veut aller sur les charbons ardents. Mais ici, nous devons préciser que Laurent Désiré Kabila, bon, vous savez, quand on parle d'un mort, il faut parler avec beaucoup de respect. Mais nous devons souligner une chose, c'est que ici, le président Laurent Désiré Kabila, qui avait mené un combat, une lutte acharnée aux côtés de Lumumba, qui était contre le régime de Mobutu, avait fini par devenir président de la République. De quelle manière? Il avait accepté de porter une cause que lui-même ne maîtrisait pas.
notamment la cause de la balkanisation, notamment la cause évidemment de l'agression et la cause du pillage des minerais de notre nation. On lui a confié quelque chose, un combat que lui-même n'avait pas maîtrisé, et il a accepté de porter ce fardeau jusqu'à ce que ça se retourne contre lui quand plus tard il se réveille pour dire ne jamais trahir le Congo, parce qu'il s'était rendu compte lui-même qu'il avait trahi le Congo en acceptant de porter la cause d'un peuple lointain et celui qui est tout à fait à côté de la RDC. Et donc, aujourd'hui, il faut le dire, le malheur que nous avons aujourd'hui dans notre pays, qui nous poursuit après sa mort, c'est parce qu'il avait accepté de traiter des alliances avec les Rwandais, les Ougandais, les Burundais, pour venir envahir la RDC. Mais j'arrive, madame, vous avez posé une question, je réponds. C'est parce qu'il avait accepté de porter cette cause qui avait permis aux envahisseurs d'entrer pleinement dans notre pays, au point où nous avons même eu un chef d'état-major, un peuple étranger, un étranger, comment il s'appelait, James Kabarebe. Donc, la mémoire de Laurent Désiré Kabila est parsemée aussi bien de certaines gloires en rapport avec le combat qu'il a mené, mais aussi, il y a une partie sombre dans sa mémoire. Vous savez, on juge même les morts. Hein. On peut même juger son cadavre en rapport avec ce qu'il a amené au Congo, ce qui a fait que nous puissions végéter sous la férule de la déstabilisation, nous puissions végéter sous la férule de l'agression rwandaise qui dure depuis plus d'une trentaine d'années et qui est à la base de cette, de ce sarcasme, de ce cortège de malheur, c'est Laurent Désiré Kabila. Il faut enseigner l'histoire dans son entièreté, dire ce qui avait été fait, même si par lui, Mobutu avait fini par partir, mais aussi par lui, le malheur est venu au Congo et ce malheur continue à nous hanter jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, justement, j'aimerais quand même, en fait, poser cette question parce que nous ne sommes pas vraiment entrés encore dans la thématique. On se focalise sur la journée d'aujourd'hui parce que, justement, on devrait en parler, ça fait aussi partie de l'histoire. Pourquoi les faits et les propos et les angles diffèrent par rapport aux périodes? Pourquoi le politique aujourd'hui veut absolument, par rapport au contexte du pays actuellement, faire ressortir un des aspects qui, auparavant, n'était pas souvent abordé ou encore mis en exergue? On a mis en exergue, en le consacrant héros national, ce sens de patriotisme élevé, de justement vouloir ne pas trahir le Congo en refusant l'aide de ses partenaires. Aujourd'hui, si on devrait tout simplement regarder les jeunes et parler à cette jeunesse aujourd'hui sur l'histoire de la République démocratique du Congo, est-ce que ce n'est pas cela? D'où aujourd'hui également, vous le savez, même Lumumba, il y a d'aucuns qui estiment qu'il a demandé cette liberté un peu plus tôt. C'est vrai que ce sont des points de vue, mais l'histoire, cette reconnaissance nationale devrait ressortir en avant-plan. Et c'est ça même, reconnaître l'histoire. Madame, je vous réponds plus brièvement possible. Oui. Maréchal Pétain en France, Hitler en Allemagne, si on creuse, on verrait qu'il y a également des parties positives de leur histoire. J'arrive, je vous réponds, madame. Mais il n'y a aucunement de commémoration, ni de Pétain, ni de Hitler en Allemagne. Je reviens ici. Quand vous parlez de Lumumba, je préfère quelqu'un qui demande très tôt de l'indépendance. Il n'y a pas de comparaison à faire. En tout cas, on ne fait pas de comparaison. Tout ce qu'on retient ici sur ce plateau, c'est tous les deux sont euronationales. Tous les deux sont euronationales. Comme tels par la République démocratique du Congo. Ceux qui ont comment dire, élevé l'ancien président paix à son âme, Mzee Laurent Désiré Kabila, au titre de héros national, c'était ceux avec qui il est venu jusqu'à... C'était la République démocratique du Congo. S'il vous plaît, madame, vous avez posé la question, je vous réponds. C'était le régime, si vous voulez bien, qui lui était favorable. Mais si nous considérons
effectivement, dans la profondeur de cette histoire, de cette mémoire historique de la RDC, il fait partie de l'histoire de notre pays, mais on ne peut pas occulter le fait que le malheur qui poursuit la RDC jusqu'à ce jour et qui le déstabilise vient entre autres par les alliances qu'il avait signées avec le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi sans qu'il en ait la maîtrise. Parce que s'il avait maîtrisé, s'il avait le contrôle véritable, ce n'était qu'une marionnette. Je croyais que l'histoire des Rwandais date de plus de 30 ans. Donc bien avant Mzee Laurent Désiré Kabila. Mais bien sûr, c'est ça même la réalité, parce que depuis 1994, cette réalité était déjà en République démocratique du Congo, c'était pas avec Mzee. Qu'est-ce que vous vouliez? Continuer avec la dictature du maréchal Mobutu qui mettait le pays à genoux et qui en naviguait à vue, sans avoir de perspectives. Tous étions d'accord en ce moment-là qu'il fallait que Mobutu tombe. Mzee nous y a aidés. Peu importe comment, il fallait qu'on utilise une méthode pour pouvoir y arriver. Ce que je retiens de Mzee, c'est qu'il y a quelqu'un qui nous a aidés à nous défaire de la dictature du maréchal Mobutu et qui a su, en ce moment-là, au regard de tout ce qui émaillait le pouvoir de Mobutu, tout ce qui est dit autour de l'influence de la CIA et de tout ce que le Rwanda pouvait mettre dedans, Mzee a tenu tête autour de tout ça. Donc, ce qui est le plus important, c'est qu'il a refusé de se soumettre à l'impérialisme rwandais. Il a refusé de s'incliner face à toutes les décisions qui allaient dans tous les sens sur nos minerais avec les étrangers, ce qui a conduit à sa mort. Si Mzee était si mauvais que ça, je crois qu'on n'aurait pas eu besoin de les tuer. C'est ça que nous retenons. Un monsieur qui a su défendre nos valeurs nationales. On l'a tué parce qu'il dérangeait. On l'a tué parce qu'il défendait nos intérêts nationaux. S'il était, comme vous le dites, un monsieur qui nous a ramené la guerre, on l'aurait gardé là-bas. On ne l'aurait pas tué. C'est parce qu'il dérangeait. Il ne faut pas transformer l'histoire. Monsieur Jean Mwangou, bienvenue. C'est juste des points de vue que nous émettons par rapport à la journée de célébration, commémoration de Mzee Laurent Désiré Kabila, héros national. Monsieur Jean Mwangou, bienvenue également à vous. Merci. Oui, vous avez directement la parole avec le 16 janvier. Et puis on va évidemment avoir aussi Monsieur Olivier Sambaï qui est avec nous. Sincèrement, je suis sous l'angle comme quoi les malheurs du Congo ne seraient pas venus de Laurent Désiré Kabila. Par contre, c'est les sauveurs de la République. Parce que les officines américaines et européennes préparaient la domination officielle du Congo par le Rwanda. Mais y entrant, faisant semblant d'être avec eux, bien qu'ils aient tué, parce qu'il y a ceux qui l'avaient accompagné, comme les Kisasu Ngandu, les Masasu Nidaga, qui sont morts pour la même cause. Mais arrivé à Kinshasa, il a défait à la fois Mobutu, et il a défait également les accords qui les liaient aux Rwandais. Il est héros, pas parce qu'il a fait tomber Mobutu. Il est héros parce qu'il a refusé que les Rwandais nous dominent. Et parler des Rwandais, c'est penser à l'impérialisme américain. Il a dit. Donc, le fait d'avoir fait tête devant cette machine de guerre, c'est ce qui fait de lui héros national. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ne comprennent pas. Même le pas aujourd'hui du président Félix Antoine Tshisekedi. C'est le pas de Laurent Désiré Kabila. Donc, traiter de porte-malheur, c'est comme si on est en train d'inoculer la pensée comme quoi les efforts de Fati seraient également plus tard traités de malheur. Plus tard, je dis bien plus tard. Parce qu'en réalité, il se bat contre quoi? Contre ce qui constitue déjà le problème contre Kabila. Domination rwandaise, exploitation illicite, illégale de nos minerais, et il défend. Il se dit non, je ne veux pas de ça parce que ça va appauvrir l'État congolais. Et en porte-étendard, en défenseur, il est mort arme à la main. Un homme debout, et ce qui fait de lui un grand homme. Donc, à part peut-être des sentiments mesquins, ou je ne sais pas, d'appartenance, ou réduire Laurent comme porte-malheur, ça c'est très très méchant. Monsieur Olivier Sambaï, bienvenue également à vous. Aujourd'hui, nous commémorons le Mzee Laurent Désiré Kabila. Une journée qui passe avec beaucoup de timidité quand même, il faudra le dire, avec beaucoup de silence, pas d'organisation sur le plan gouvernemental. À un moment donné, c'est vrai que la chose a plus été portée par la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila, mais on aurait quand même voulu avoir le gouvernement porter à cœur cette histoire, toute une histoire de la République démocratique du Congo. Oui, exactement. Merci beaucoup. Je présente le vœu le meilleur à tous. Ça fait très longtemps qu'on s'est vus. Depuis l'année passée, 2025, on a clôturé Ça fait débat. Et on a commencé aussi cette année, troisième numéro. Merci pour cette invitation. D'entrée de jeu, je dirais,
la commémoration, ça dépend de la stratégie du gouvernement. Vous l'avez compris, depuis 2019, il n'y a même pas commémoration des régions de l'indépendance. Donc depuis 2019, le 30 juin, ça passe comme ça, sous silence, c'est dans la commémoration. Je pense que c'est l'approche du gouvernement. Dans la méditation. Dans la méditation, même l'indépendance, c'est dans la méditation. On ne fait pas des défilés avec ostentation, la dissuasion. Ce que nous ce qu'on faisait depuis des décennies, mais ça fait 7 ans, il n'y a rien qui s'est fait. Donc c'est dans la stratégie du gouvernement et on ne peut pas exiger qu'il y ait vraiment des célébrations comme telles. Mais ce qui est plus important, ce sont des plateaux comme celui-ci, où il y a des millions de gens qui nous suivent, qui peuvent encore se rappeler de ce que fut ce grand homme, Mosé Laurent Désiré Kabila. Alors, si à un certain moment, Harry penserait que Mosé portait malheur du Congo, c'est simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle le velléité expansionniste du Rwanda. Parce que le Rwanda, c'est réellement notre voisin éternel. Si réellement le Rwanda n'avait pas cette propension, je dirais congénitale, à dominer le Congo, n'est pas considéré comme un petit État pour toujours brimer et mater le peuple congolais, on ne serait pas en train de dire que Mosé nous a ramené des Rwandais ou des rebelles. Parce que la France et la Belgique sont voisins. Mais ils vivent mieux. Prenons les pays des CEDEAO. Mais ils vivent mieux. Lorsque vous avez, ne serait-ce que la carte d'identité CEDEAO, vous circulez Bénin, Togo, tous ces pays sans problème. Quand vous voyez assez Kenya, tout à l'est de l'Afrique, mais vous allez vous rendre compte qu'il n'y a aucun souci. Les soucis se trouvent en Afrique centrale avec surtout le Rwanda qui dérange. Parce que normalement, on serait un seul peuple, sans difficulté aucune, chacun avec son identité, mais on circulerait librement. C'est seulement parce que les Rwandais... Exactement. Les Rwandais sont dans une situation, Rwandais sous Kagame, c'est un peuple vraiment fondamentalement belliqueux. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on considérerait Mosé comme étant celui qui nous a ramené des Rwandais. Les Rwandais deviendraient animal à battre simplement parce que ce que font les Rwandais aussi à l'Est, ce n'est pas acceptable. Mais pourquoi Mosé avait accepté de coopérer avec le Rwandais et les autres? Parce que Mobutu avait une forte armée. C'était un dictateur qui a brimé la population à un certain moment. Mobutu a commencé bien, de 65 à 80. Les Zaïre étaient, en tout cas, je peux dire, parmi les grandes puissances africaines. Qui pouvait parler des Zaïre à l'époque? C'est vers les années 85 que le pays a commencé à dégringoler, juste 25 ans après l'indépendance. Et ce qui a fait que vers les années 90, avec l'avènement des démocraties, ça fait en sorte que, comme conférence nationale souveraine, et on est allé dans tout le sens, et puis les années 90, c'était les années les plus sombres de l'histoire de notre pays, où il y a eu toutes les crises, de toutes formes. Et il fallait à tout prix faire partir Mobutu, qui avait l'armée, qui avait tous les pouvoirs, mais le seul moyen de faire, c'était de coaliser. Parce que Mosé, à lui seul, avec son organisation, il ne pouvait rien. Il a été très sage, malin, rusé en même temps, de pouvoir coaliser, venir. Quand il vient, il découvre que non, c'était des gens qui n'étaient pas congolais. Il a dit lui-même lors d'une entrevue qu'il pensait qu'ils étaient des Congolais, parce qu'il se présente à lui comme étant des Congolais. Nous sommes dans un régime déclaratif. Même moi qui parle, pour que je sois considéré comme Congolais, il faut que je le déclare. Quel est l'élément fondamental ou bien la base de données contenue par le gouvernement qui démontrait que chez Congolais, il n'y a rien? Et les gens qui viennent se déclarer Congolais, il fait quoi? Il accepte. Quand il découvre que non, les Rwandais rentrent, il a cité des noms. Des gens qui étaient en train de rentrer, il était lui-même étonné. Il pensait que c'était des gens qui partageaient la même vision que lui. Et pourtant, ils avaient des idées derrière pour pouvoir s'installer et prendre le contrôle du pays. Malheureusement, quand il s'est dit non, je suis nationaliste et patriote, n'est jamais trahi les Congos, il nous a quand même doté d'une philosophie politique et que personne n'en a fait jusqu'alors, et tout le monde revient sur ça, n'est jamais trahir les Congos. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on garderait d'un grand homme politique dans ces pays, comme en termes de pensée, qui est renfermé dans un concept, ne jamais trahir les Congos. Il est peut-être le seul avec une pensée qui est prédominante. Donc on ne peut pas cracher sur Mosé, le considérer comme étant celui qui a trahi les pays, comme l'a dit Bob, peut-être... on ne l'aurait pas assassiné si réellement il servait. Il serait le rabbi. Il serait certainement le rabbi parce qu'il a dit niet à l'impérialisme. C'est la raison pour laquelle les Américains, avec l'ordre de Clinton, il fallait à tout prix l'assassiner. Donc, nous commémorons la mort de Mosé Laurent Désiré Kabila. Il faudrait que tout Congolais s'ouvre au patriotisme. C'était ça, la philosophie politique de Mosé, le nationalisme en même temps, considérer les Congos comme étant les plus grands pays que tous les autres, mais s'ouvrir aussi à la coopération et le patriotisme en aimant ces pays jusqu'à ce que nous puissions ne penser qu'au bonheur du peuple. Le patriotisme, oui. Je voudrais placer un mot. Nous ne devons pas faire l'essentialisation de la mémoire historique de cette nation.
Moi, je voudrais ici qu'on retienne une chose. Quand on parle d'un leader de cette hauteur, il faut parler de lui dans toutes les facettes possibles. Ici, on voudrait angéliser, comme on a l'habitude de faire, nous les humains, faire des morts. On voudrait angéliser Laurent Désiré Kabila comme si c'est quelqu'un qui a évidemment fait de sorte que cette nation soit vraiment sur le piédestal le plus élevé possible. Il faut dire aux Congolais, oui, par lui, Mobutu est parti, d'ailleurs parce que l'UDPS l'avait affaibli. Lui n'a fait que faire la marche des santé de Uvira, de Fizi jusqu'à Kinshasa. Aussi dire, et aussi dire, s'il vous plaît, quand vous parlez un peu de discipline, quand vous parliez, moi je n'avais pas interrompu. Soyons élégants. Donc, parce que je sais mieux faire ça. Donc, il faut dire ici, dans toutes les facettes de l'histoire de ce monsieur, ça était une marionnette qu'on avait instrumentalisée. Il a vu le pouvoir qu'il a cherché depuis des années 60 pour renverser Mobutu qui n'avait pas pu et que l'occasion lui avait été offerte par les Rwandais via les Américains et autres pour entrer en RDC. Et c'est par lui que le malheur que nous avons ici dans ce pays jusqu'à ce jour, que Tshisekedi est en train de se battre pour défaire. Je vous remercie. Justement, on va clore. Ce n'est pas le débat du jour. Ce n'est pas le débat du jour. Justement, on va clore pour dire que lorsqu'on se consacre à héros national, ça ne veut pas dire que la personne a été sainte. La personne ne va pas être angélisée, monsieur Mutombo. C'est justement que ce que l'on retient de cet homme qui vaut plus que tout ce qu'il a fait. Donc on a retenu ce patriotisme-là de ne jamais trahir le Congo au prix de sa vie. J'avais une parenthèse. On ferme cette parenthèse parce qu'on va entrer justement dans ce dialogue. Ce n'était pas le débat du jour, c'était par rapport à la journée. Sinon, vous allez bouffer votre temps. Sinon, vous allez justement en parler puisqu'on parle du dialogue. Oui, comme vous l'avez si bien dit, dans ce sens de patriotisme très élevé, le souci de voir le Congo aller de l'avant. On voit aujourd'hui des signes avant-coureurs d'un dialogue inclusif. Oui, les médias en parlent, les avertis également en parlent au regard de tout ce qui se passe. Peut-on dire aujourd'hui que l'Angola serait finalement celui qui va fédérer tout le monde? On continue avec M. Baba. Il serait très tôt de répondre à cette question en disant oui ou non. Mais on pourra arriver à juger la capacité de l'Angola de fédérer tout le monde en fonction de ce qui sera proposé. Parce qu'ici, l'objectif n'est pas de dialoguer pour dialoguer. Sinon, on aurait fait un dialogue qu'on aurait appelé monologue. Ici, en allant vers l'Angola, l'objectif est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord de tenter de ramener tout le monde autour de la table, sans exclusion. Société civile, même ceux qui ne sont pas les plus utiles, parce que, encore faudra-t-il dire qu'il y a des gens qui sont indispensables à la tenue de ce dialogue. Puisque on se rappelle que ce dialogue qu'on appelle à nos voeux arrive non pas parce que, monsieur, c'est pas pour minimiser l'opposition interne, c'est pas parce que certains opposants ont marché ici, c'est parce que il y a un problème sécuritaire. C'est la question sécuritaire qui rend ce dialogue incontournable. J'entends certaines personnes dire que, bon, voilà, il y a des quémandeurs du dialogue. Non, ici, il n'est pas question d'aimer ou de ne pas aimer le dialogue. Ce dialogue s'impose à tous, au regard du fait que, faute d'une victoire militaire, faute des gesticulations diplomatiques qu'on a vues dernièrement, qui n'ont rien accouché de concret, pratiquement, face à tous ces échecs donc, diplomatiques et militaires, la seule issue qui s'offre à nous, c'est le dialogue. Donc ici, c'est pour dire qu'il n'est pas question de savoir qui demande et qui ne demande pas, mais c'est un dialogue qui s'impose. Et au regard de ça, pour revenir à la question que vous aviez posée, je disais ici tout à l'heure que le premier aspect était de réunir tout le monde en tenant compte des gens qui sont indispensables à ces dialogues. Puisque le problème est sécuritaire, à mon avis, les indispensables, bien qu'il faut appeler tout le monde à ce dialogue, il y a M. Félix Tshisekedi, il y a M. Joseph Kabila et il y a M. Corneille Nangaa. Les autres, je crois qu'ils viennent jouer un rôle secondaire, qu'on se le dise. Mais, pour poursuivre dans ma logique, si vous permettez, donc, fédérer tout le monde, que tout le monde soit là, en tenant compte des indispensables,
et en faisant en sorte que ce qui est le plus important, c'est la substance de ce dialogue, ce qui constitue le deuxième élément qui va rendre plus crédible l'Angola. Mais est-ce que ce n'est pas juste... En parlant de la substance, tout part de la crédibilité de ce qui sera mis sur la table. Est-ce que l'Angola devra jouer le jeu du pouvoir en allant se dire, oui, vous savez que c'est entre nous, mettez telle autre question et pas celle-là. Or, nous voulons ici un dialogue qui va résoudre et mettre tous les points sur la table. Parce qu'il faut se dire qu'il y a des causes qui sont à la base de tout ce que nous voyons aujourd'hui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas plutôt le sujet, la thématique générale de ce dialogue inclusif qui va déterminer les intervenants? Mais c'est justement ça. Il y a 2 points. Je crois que les deux ne doivent pas être, doivent être dissociés, parce que si vous dites seulement le thème, on peut avoir un bon thème, mais faute des bons intervenants, on risque de faire un cercle vicieux. Ici, je crois que ça se joue à deux étages. Étage intervenant et étage substance. On peut avoir des bons intervenants, mais une mauvaise substance. La matière. Et vous constaterez qu'on ne fera rien. Tout comme on peut avoir une bonne matière, mais faute des bons intervenants, les autres continueront à boycotter. Mais alors, vous imaginez un dialogue sans ceux qui sont à la base de cette question sécuritaire. Ce que moi j'ai appelé les indispensables à ces dialogues. Vous verrez que, peu importe le thème, on va naviguer à vue. Donc ici, pour que l'Angola soit crédible, il faudrait d'abord que l'Angola travaille sur cette inclusivité de la question. Aborder toutes les questions et ne pas en enlever d'autres. Si on parle de légitimité, par exemple, il faudrait entrer dans le fond de cette question. Il ne faudrait pas exclure certaines questions, sinon, il ne serait pas surprenant de dire que l'Angola va faire le jeu du pouvoir. Monsieur et voilà. Aujourd'hui, le débat autour de ce dialogue inclusif. Parce que c'est vrai, vous êtes en train de parler de l'opposition armée, entre guillemets, et l'opposition non armée. Mais dans tout cela, l'élément essentiel qui va amener aux gens au dialogue, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, si vous entendez l'opposition interne au pays qui disent que non, ce sont les problèmes sociaux, la gouvernance et autres, alors que de l'autre côté également, il y a des problèmes sécuritaires. Quelle est la thématique générale qui devrait réunir? N'est-ce pas la paix? Franchement, en réalité, ce dialogue doit être tourné autour de sujets qui est la paix. La paix, c'est le moteur même des engagements. Mêler à ce dialogue les approches, conflits internes, tribalisme, ça va nous faire reculer. Et je crois que le chef de l'État n'est pas dupe. Nous, dans l'Union sacrée, on n'est pas dupe. Pourquoi? Parce que vous allez voir que dans le camp de l'opposition, que ce soit armé ou non armé, ils sont en train de faire des divisions pour qu'ils soient nombreux. On va vouloir dire qui est représentant de l'AFC, qui est représentant de M23, directement des Rwandais, qui est représentant de Sauvant le Congo, alors que ces gens ici, vous allez voir, ils parlent presque le même langage. Je crois que ce qui est important, c'est, comme l'a dit le confrère, le co-débatteur, qu'on ait de véritables intervenants qui vont essayer d'attaquer les Rwandais en face. Parce que le problème ici, c'est quoi? C'est dire seulement que vous, Rwandais, vous êtes des Rwandais, restez au Congo avec citoyenneté congolaise, ce n'est pas un problème. Si vous êtes des Congolais naturalisés, mais restez-y à condition que vous respectiez des lois et règlements du Congo. Mais allez négocier pour que ces gens deviennent des Congolais et qu'ils s'infiltrent encore dans toutes les institutions. C'est d'ailleurs le combat du chef de l'État. Il a essayé d'exfiltrer un nombre important. Maintenant, il voudrait, vous voyez, 30 ans après, ceux qui étaient venus avec l'AFDEL, qui sont restés avec l'RCD, Goma, c'est des gens qui deviennent de plus en plus vieux. Ils voudraient maintenant, de cette occasion, pour insérer de nouvelles générations, afin encore que nous ayons 30 ans plus... Tout un cycle, madame, une spirale de conflits. Je crois le mérite du président actuel, c'est qu'il a découvert tout ça. Il voudrait maintenant se battre pour qu'en définitive, qu'on ait une paix où Congo, Rwanda, on parle le même langage. Je crois quand il disait qu'il voudrait parler à Kagame, les gens ne l'ont pas compris. En réalité, on ne serait pas en train de parler de dialogue actuellement. Selon moi, la première étape des discussions aurait été entre Kigali et Kinshasa. Discuter de pourquoi vous venez chez moi. Et quand ils auront trouvé des raisons pour ça, à l'interne, maintenant on sait que bon, voilà, ils déposent les armes, ils font ceci, ils font cela. Nous, maintenant, on peut s'arranger. Mais là, ce dialogue. Et puis, ils sont malins, les Rwandais. Mais là, ce dialogue, les aspects, voilà, tribalisme, représentativité. Où est-ce qu'on n'a jamais eu de tribalisme? Même le Rwanda, dans l'armée, nous avons autour des Tutsis qui représentent 99% qui sont des généraux. Aucun Hutu.
Mais chez nous, on va dire, bon, les Balouba, ce n'est pas un problème, ça. Nous, ce que nous voulons actuellement, c'est que d'abord nous ayons la paix. Et cette paix passe par l'identification des vrais problèmes. Ici, c'est dire aux gens que A, c'est A, B, c'est B. Et ici, selon moi, c'est attaquer directement ceux-là qui défendent les causes rwandaises. Pourquoi vous défendez des causes rwandaises? Parce que nous savons que les Congolais, c'est des gens qui s'aiment bien. À la thématique de paix, les vrais Congolais ne vont pas aller consulter Kigali. Mais nous savons qu'avant de venir ici, c'est des entraînements. Et d'ailleurs, des répétitions. Allez là-bas, vous allez dire ça, vous allez dire ça. En dehors de ça, ne rentrez pas. Mais les Congolais, lui, quand c'est la paix, qu'est-ce qu'on va faire? Ils s'entendent et puis ça passe. Brièvement, pour chuter, je crois qu'il est important, comme nous l'avons suivi ici, qu'on identifie les vrais problèmes. Ici, il est seul. Problème de paix, problème de sécurité, problème de l'insécurité. Parce que ça va toujours de pair. Et quand on aura identifié ça, les acteurs, ce sont des Rwandais. Dissocier la cause rwandaise des causes congolaises. Ça, c'est un grand problème. C'est des malins, toujours. Vous allez voir, non, on attaque les Rwandais, c'est pourquoi nous venons. On attaque les Congolais d'origine rwandaise, c'est pourquoi nous venons intervenir. Comme ce que fait Israël sur le groupe de Hamas, et ainsi de suite. Donc, ils ont le monopole de faire quoi? Tout ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, je crois, Dieu est grand. La tactique qui était cachée des Américains vient de se dévoiler avec le Venezuela. Même méthode, entrer quand ils veulent. Maintenant, là, leur maître est connu par l'impolitesse. Et c'est ça, la tactique rwandaise. Alors, M. Sambaï, si on devrait prendre ce volet sécurité et paix, alors, ce volet interne où on évoque les questions politiques, elle sera évoquée quand? Si on ne doit que considérer sécurité et paix, et si on doit parler sécurité et paix, quelles sont les parties prenantes qui vont être mises en avant dans ce dialogue? Oui, madame, vous savez, en 2023, nous l'avons dit plusieurs fois sur cette antenne, quand Bounagan était encore occupé, qu'il fallait prioriser les dialogues. Il y a des images, on pourrait même recourir à ça pour voir combien de fois nous avons crié au dialogue. Si nous l'avions fait, le gouvernement avait adopté cette recommandation-là bien avant, on ne serait pas là parce que déjà avec le M23, on aurait négocié. Parce qu'à un certain moment, il faut qu'on se le dise. Quand vous êtes dans une situation hybride comme celle qui prévoit à l'est du pays, c'est rébellion en même temps agression, parce que les rapports des Nations Unies démontrent par A plus B que nous sommes agressés par les troupes rwandaises. Donc il s'agit d'un acte d'agression qui serait un acte de guerre. Donc vous avez aussi rébellion parce qu'il y a des Congolais comme Corneille Nangaa et tous ses compagnons qui se réclament des choses qu'eux-mêmes savent, et puis ça devient directement une rébellion. Donc il y a rébellion et agression en même temps. Alors, dans cette occurrence, il y a ce qu'on appelle position des forces ou des faiblesses, et toute agression, toute rébellion, souvent, c'est conclu par des dialogues. Il faut dialoguer, même si les conditions ne sont pas réunies, mais quand on dialogue, il y a toujours quelqu'un qui est un camp, une partie qui est en position de force, et l'autre qui est en position de faiblesse. Et à un certain moment, la situation sécuritaire n'a pas permis au gouvernement de négocier en position de force, mais en position de faiblesse, parce que fragilisé vraiment sur terrain, il fallait à tout prix négocier diplomatiquement pour essayer un peu de convaincre les rebelles de se retirer. Fort malheureusement, ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, ils ont avancé, ça fait une année jour pour jour, ils ont occupé Goma, Bukavu, Uvira, et heureusement les Nations Unies intervenues, mais ils n'ont pas complètement libéré Uvira, et ça devient très compliqué, donc ils s'accentuent davantage sur terrain et s'accordent la force. Alors, dialogue. Nous parlions tout à l'heure des musées, et Musée avait initié aussi les dialogues. On a le fameux accord de Lusaka, le 10 juillet 1999, ça a été signé. Nous sommes en Zambie, et là, il y avait des États qui étaient impliqués dans cette situation de crise. Au Congo, on a Angola, Zimbabwe, Namibie, Rwanda, Ouganda, ainsi que la communauté internationale et la SADC qui avaient géré la médiation. C'était au fait pour mettre un terme à cette situation d'insécurité où il y avait toujours des Rwandais, mais étant donné que les Rwandais s'étaient vus perdants avec la communauté internationale, l'avènement de la MONUSCO, il fallait à tout prix éliminer Musée. C'est la raison pour laquelle il est parti, et c'était juste le chemin qui était balisé pour qu'on arrive à un vrai dialogue intercongolais. Donc on peut négocier certes avec Kigali, mais en interne, il faut aussi qu'il y ait un dialogue. Et c'est ces dialogues-là, deux facettes. Il y a d'abord avec nos agresseurs, qu'on essaie un tout petit peu de trouver l'accord, le compromis, pour mettre un terme
à cette agression. Les États-Unis ont essayé, on ne peut pas dire en vain parce que ça fera 2 mois. Bientôt, il n'y a pas vraiment des transformations positives palpables sur terrain. Donc du coup, on rentre à la case départ, Rwanda, avec le gouvernement congolais à Luanda, parce que Kagame ne s'était pas présenté au mois d'octobre, je pense que c'était août ou mais l'année dernière. 15 décembre 2025. Le 15 décembre 2025, il devait venir, et il ne s'est pas présenté. Bien avant cela, je pense qu'au mois d'août, il avait refusé de se rendre au Luanda, et pourtant le président Tshisekedi l'attendait. Et on rentre encore au Luanda, on va négocier, dialoguer maintenant avec qui? Je pense 2 facettes. Dialogue d'abord avec les agresseurs, le Rwanda, si réellement nous aurons cette grandeur d'esprit de pouvoir parler encore face à face. Il y en a déjà parce que ça vient de se faire à Washington, mais qu'on parle encore entre nous, Africains. Ouvrons-nous au panafricanisme. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes le même peuple, on a les mêmes frontières. C'est quoi le problème? Est-ce qu'on ne peut pas vraiment vivre en paix? Kagame, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'on ne peut pas vivre en paix? Les dialogues, l'accord est déjà là, tracé. Un certain nombre même de coopérations, même économiques. Mais justement, est-ce qu'on ne peut pas s'ouvrir? Face à ce dialogue-là, il y a également l'aspect politique. Ça, c'est politique où l'on se dit, forcément, avec les forces en présence ici au pays, ce serait amené au remaniement qui, forcément, ce passage sera inévitable. Qui aura quoi? Cette cogérance, forcément, en politique, ici au pays. Il y a dialogue pour la sécurité et la paix qui amènerait à la stabilité. Il y a dialogue politique qui amènerait à une très bonne organisation, à une pérennisation de cette stabilité. On dialogue avec les autres pour la paix, pour la sécurité. Mais politiquement, il faut aussi qu'on dialogue. Et c'est ce que beaucoup ne vont pas accepter, qu'il y ait un dialogue politique. Et c'est justement ça aussi le problème, parce qu'il y a aussi une crise politique. On dirait aujourd'hui que l'opposition est fragilisée, ils ne savent pas mobiliser. Est-ce que pour ça, il faudrait aussi qu'on puisse négocier? Or, lorsqu'on dialogue politiquement, on devient unis. Et quand on est unis, on peut réfléchir comment contrer encore le Rwanda en ce moment-là. Quand on ne dialogue pas, il y a de ceux qui ne se retrouvent pas, qui vont essayer un peu de dialoguer avec les Rwandais qui viendront. Madame, 1 plus 4. Un schéma un peu plus compliqué. Je conclue 10 secondes, madame. 1 plus 4 de 2003 jusqu'en 2008. Est-ce qu'il y a eu... 2006. Jusqu'en 2006, il y a eu élection. Après 2006, quand est-ce que le Rwanda avait encore attaqué la RDC? De 2003 jusqu'en 2006, 3 ans d'accalmie parce que tous les Congolais étaient unis, ont accepté de marcher ensemble et le Rwanda n'avait pas aujourd'hui. Voilà, il s'était retrouvé. Monsieur Mutombo, c'est un contexte assez difficile aujourd'hui, du moment où ceux même qui sont déjà au niveau de l'Union sacrée au pouvoir, d'aucuns estiment qu'ils ne se sont pas encore retrouvés, alors qu'on est déjà en 2026, à 2028, ce deuxième mandat. Est-ce qu'il faudrait encore reconfigurer politiquement les choses pour permettre à ce que l'opposition se retrouve, que l'on fasse bloc commun pour se focaliser pour lutter contre cette agression rwandaise? Peut-être c'est la vie d'Henri. Hein? Je voudrais poser mes pieds sur le roc afin de rencontrer, bien entendu, tout ce que j'ai entendu ici et puis également répondre à votre question. Le problème est identifié. Mon frère qui est à ma gauche dit qu'il faut qu'on identifie le problème. Le problème est identifié. Ici, il s'agit bien entendu de l'agression congolaise, de l'agression rwandaise, pardon, sur le territoire congolais. Et cela a produit la résolution 2713 et pas très loin de cette date, la résolution 2808 des Nations Unies, où évidemment les thématiques vont dans le même sens, celui d'exiger au Rwanda et à tous ses supplétifs de sortir du territoire congolais. Madame, il faut préciser une chose, c'est que en Angola, à Luanda notamment, il ne s'agit pas de l'Angola d'organiser un quelconque dialogue. Le processus, il est complémentaire. On n'a pas ouvert un nouveau processus. Donc, il y a le processus de Doha et le processus de Washington. Et le président angolais, il est partie prenante de tous ces processus. Vous l'avez vu, évidemment, aux États-Unis, le 4 décembre 2025. Veuillez m'excuser, c'était 15 décembre 2024, où Kagame avait refusé de se présenter à Luanda. Donc, on a vu le président angolais prendre part à cette cérémonie de signature de l'accord de paix de Washington. Alors, il faut
il ne faut pas désorienter les Congolais qui nous suivent. J'ose espérer que nous sommes l'élite et comme Mao Tse-tung aimait à le dire, l'élite sert à reprendre à la masse, donc la population, ce qu'elle exprime avec confusion afin de lui restituer en termes des visions claires. Il faut que nous clarifions la lanterne de ceux qui nous suivent. Aujourd'hui, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les Congolais vont se mettre ensemble, j'entends crise politique, mais quelle crise politique? Il n'y a pas des communautés qui s'entretuent. Ici, il n'y a pas de crise politique dans cette nation. Tshisekedi Félix Antoine avait été élu à plus de 73%. Donc, les Congolais lui ont fait confiance, ils lui avaient renouvelé leur confiance, bien entendu, pour présider à la destinée de cette nation. La crise que nous avons ici, on l'a dit à demi-mot, c'est une crise sécuritaire où nous sommes agressés par une nation qui est connue, le Rwanda, dont les velléités expansionnistes sont également identifiées. Et les motivations sont assumées. Et les calculs stratégiques sont bien documentés. Alors, je me demande, on se met ensemble ici pour dialoguer, qu'est-ce que ça va changer? Moi, j'aurais souhaité, comme l'avait fait Chiang Kai-shek, j'ai mal cité, quand le Japon envahit la Chine, Chiang Kai-shek, qui était un opposant à Mao Tse-tung, abandonne la lutte pour se mettre aux côtés de celui-ci afin de bouter le Japon en dehors du territoire chinois. C'est ce que les autres devraient faire s'ils étaient véritablement patriotes. Et c'est pour cela que je déplore notre immaturité politique. Nous sommes restés des fœtus en termes de la conscience nationale, en termes de la conscience politique, où les intérêts priment au-delà, au-dessus, j'allais dire, du patriotisme, de la protection même de l'intégrité territoriale. Le dialogue, ici, le chef de l'État avait déjà donné son feu vert. Il y a la Senko, même s'ils ne jouent pas franc jeu, on connaît de toute façon qu'ils sont hypocrites. Les CC, la Senko. Vous n'êtes même pas encore allé au dialogue. J'arrive, madame. Vous cataloguez déjà des gens. J'arrive. La Senko, c'est ce qui est parti là-bas aussi à Luanda, appelé justement pour... la Senko, qui a été à Goma au lendemain du 27 janvier 2025, quand Goma est tombé, qui s'est mise avec Corneille Nangaa le bénissant au nom du Père et du Fils et du désordre. On a vu cette même Senko déclarer haut et fort que le Rwanda les avait financés sans avoir dénoncé le Rwanda qui pille et qui tue en RDC. On l'a même encensé. Ambongo, pour ne pas le citer, a même encensé, je dis à basse voix pour que les gens n'entendent pas parce que c'est tellement scandaleux. Ambongo a même encensé Kagame le traitant d'un bon leader. Alors que sous le pied de Ambongo, sur la terre congolaise, il y a des morts, des millions tués par le Rwanda. Donc ici, il faut préciser une chose. On veut cette affaire de dialogue pour amnistier les Kabila qui ont pris les armes aux côtés des Nanga et tous les autres qui ont déstabilisé cette nation, qui n'avaient pas accepté, bien entendu, qu'il peut y avoir l'alternance et que le pouvoir peut passer sous d'autres contrôles. Donc, la problématique de cette crise en RDC, c'est des personnes qu'on n'a pas invitées, qui ont pensé qu'ils peuvent venir avec les armes sur un territoire étranger, commencer à y piller, à y tuer, pour prendre ce qui appartient à ce peuple afin de faire le bien-être de leur population. C'est de ça qu'il s'agit. Nous battre pour sortir le Rwanda du territoire congolais pour les ramener, évidemment, dans leur pays. Je vais conclure, madame. Vous avez laissé le temps à vous. Je ne vous coupe pas. D'accord. Puisque vous parlez justement des personnes qui vous estimez avoir voulu travailler avec les Rwandais. Mais alors, est-ce que ce dialogue ne serait pas le moyen essentiel pour que ces personnes puissent fédérer avec le pouvoir en place et justement chasser le Rwandais? Est-ce que ce n'est pas le lieu indiqué, ce dialogue inclusif, pour les écouter finalement et travailler avec eux? Madame, je prends mon ami comme l'avait Sambaï. fait J'arrive. Votre exemple avec Tsai Chang-Chek, il n'avait pas demandé un dialogue. Donc aujourd'hui, il y a mon ami Sambaï qui est attaqué par un voisin. Vous l'attaquez. Et pour que moi, j'aille au chevet de mon ami Sambaï, je vous dis, venez d'abord, on dialogue, et puis après, je vais aller le secourir. Ça n'a pas de logique. Ça n'a aucun sens. Non, l'exemple est mal donné. Non, c'est pas mal donné. Oui. C'est ce que l'exemple est que vous êtes voisins, vous êtes dans la même maison, vous ne vous entendez pas.
le voisin vient pour demander quelque chose ou encore agresser la personne avec qui vous êtes à la maison ensemble. C'est ça l'exemple? Non, madame. Ça n'est pas parce que les gens ont échoué aux élections présidentielles ici, ou les gens ont refusé de participer à ces élections, que Kagame est venu agresser la RDC. C'est un plan. Madame, je ne sais pas combien de fois devrait-nous le dire, les gens le disent ici. C'est que fait le Rwanda, qui est la tête de pont de certaines puissances occidentales, c'est que fait ce pays ici, ça n'est pas une improvisation, c'est une planification bien harmonisée et qui est heureusement mise en déroute grâce à la vigilance du peuple congolais et aussi grâce à la loyauté à la patrie et aussi à l'ingéniosité du président Labi Félix Tshisekedi. Sinon, il l'a dit ici, sinon, messieurs et dames, on serait là face à une balkanisation vraiment orchestrée et imprimée. Parce que la nuit du 27 au 28 janvier 2025, le pays avait été perdu. C'était ça le plan de Kagame quand il a fait venir plus de 10 000 hommes sur le territoire congolais. Donc, ici, dire que le dialogue entre Congolais arrangerait quelque chose ou exigerait, ou si vous voulez, forcerait Kagame à arrêter son hégémonie expansionniste, à arrêter sa propension belliciste et belliqueuse sur le territoire congolais, on se trompe de cible. Et je voudrais finir pour dire, le dialogue, on connaît les solutions. Il ne faut pas que nous continuions à être ce pays où on impose des solutions. Il faut que par nous-mêmes, nous sachions faire la lecture de ce que nous avions connu dans notre pays depuis que le Congo est agressé, depuis 1994 jusqu'à ce jour. On nous a imposé mixage et brassage, on nous a imposé tant de choses, mais maintenant il est temps de refuser que ces choses se reproduisent. Parce que on ne peut pas, madame, je finis dans 5 secondes, oui. On ne peut pas accepter que seuls les Belges aient transféré un pays fort aux Congolais. Les Belges ont transféré un pays fort à Kasavubu, Kasavubu a transféré un pays fort à Mobutu, et Mobutu a transféré un pays faible à Laurent-Désiré Kabila, Laurent-Désiré Kabila a transféré un pays faible à Joseph Kabila, Joseph Kabila a transféré un pays faible à Félix Tshisekedi, et il va falloir que maintenant, cette génération, que nous soyons ceux qui vont transférer un pays fort à celui qui succédera à Tshisekedi, pour que plus jamais que ceux qui sont à nos côtés ou qui viennent de loin soient en mesure d'impulser leur volonté sur le territoire congolais. Alors, et cela ne passera pas par le dialogue, ça passera par la responsabilité et par la prise de conscience de ce que nous sommes en tant que peuple. Monsieur Bob, est-ce que... N'avez-vous pas l'impression que l'on prend les choses de manière assez disparate? Pour que l'on arrive à avoir une nation forte, ça veut dire qu'on doit commencer par avoir une armée forte et dissuasif. Aujourd'hui, le dialogue, qu'on le soit imposé ou qu'on l'ait voulu, c'est tout simplement parce qu'il y a une défaillance quelque part. C'est pourquoi nous arrivons au dialogue. Est-ce qu'aujourd'hui, la RDC ne peut pas se regarder elle-même et mettre d'abord le Rwanda de côté? Parce qu'apparemment, ce prétexte existe et continue à exister et nous avons... C'est comme si nous voulons nous mettre en tête, nous, que finalement notre problème c'est le Rwanda. En réalité, notre problème à nous, c'est le Congo. Et je crois que, est-ce que ça ne peut pas être l'élément essentiel pour le dialogue, le Congo? Cette question aborde toute la question, toute l'affaire et touche pratiquement à toutes les interventions qui ont été soulevées ici. Vous constaterez ici qu'en voulant exclure certaines questions de ce dialogue, en voulant le rendre seulement sécuritaire, on est en train de s'aimer la graine ou de renforcer celui que nous taxons comme étant l'ennemi, c'est-à-dire le Rwanda. Ici, il est grand temps pour tout le monde de s'asseoir autour d'une même table et d'aborder les véritables questions de ce pays. J'ai entendu autour de cette table, il a été dit qu'ici, il faudrait qu'on discute seulement de la question sécuritaire et peut-être ces dialogues politiques devra suivre. Mais c'est une mauvaise façon de penser. Pourquoi? Parce que s'il faut parler sécuritaire, on parlera également avec Nanga. Nanga sera là. Que dit Nanga? Qu'il y a eu mauvaise élection. Que dit Nanga? Qu'il y a un problème social. Que dit Nanga? Qu'il y a mauvaise gouvernance. N'est-ce pas des questions politiques, ça? Donc la question est sécuritaire, mais avec des conséquences politiques.
On ne peut pas dissocier les deux. Si on aborde la question sécuritaire, il faut mettre à cette question les questions politiques, parce qu'on ne peut pas discuter de sécurité avec des gens qui vous accusent de mauvaise gouvernance. C'est qui relève d'une question politique. Je commence maintenant à me demander, quand j'entends les tenants du pouvoir vouloir dire, oui, il faut seulement la question sécuritaire, je commence à comprendre la raison pour laquelle on va voir l'Angola. Puisqu'ici, le pouvoir s'est dit, il faut que lui-même organise ces dialogues, personne n'en voudra. On avait essayé avec Ebérand, on a vu les résultats. Et alors, pour essayer de légitimer cette position, il fallait aller voir l'Angola. Pourquoi? Parce que pendant qu'ici, sur place, il y avait déjà une médiation sérieuse qui venait de l'Église catholique. Ici, ce qui dérange avec l'Église, ce n'est pas tout ce qu'on nous dit, qu'on est allé bénir au nom de ceci et de cela. Ça, c'est une propagande qui n'a pas raison d'être. Parce que ici, l'UDPS avait appelé Kagame, on a chanté Yonani au Boya Kagame. Il y avait également des morts sous les pieds. Il faut laisser les prélats tranquilles. Ici, ces mêmes prélats que vous voyez ont un cahier des charges complet. Ils ont vu tout le monde. Quand ils sont allés voir Nanga, ce n'était pas pour le bénir. C'était pour écouter ce que Nanga avait à dire. Quand ils sont allés même au Rwanda. Oui, parce qu'ici, vous accusez les Rwandais. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne devaient pas, en tant que médiateurs, pour rendre cette question beaucoup plus inclusive, pourquoi est-ce qu'ils ne pouvaient pas aller voir ce même Rwanda pour comprendre le problème? Donc ici, s'il faut condamner les prêtres, parce qu'ils sont allés de l'autre côté, je crois que même la substance de l'Angola pose problème. Et ici, seul, à mon avis, le dialogue, si le Rwanda doit réussir, doit aborder cette inclusivité que ce qui s'est trouvé sur les papiers de l'Église catholique et de l'ECC. Parce qu'eux avaient vu tout le monde, ils ont même vu la France, conscients de tout ce qui va dans tous les sens. Donc ici, dire que l'Église catholique a eu un certain penchant, c'est faux. L'Église catholique, avec l'accord de la Saint-Sylvestre, nous a démontré sa neutralité. Aujourd'hui, M. Tshisekedi dit pour les élections de 2018, qu'est-ce qui nous a amené là-bas? C'était l'Église. C'est la même Église que nous avons aujourd'hui. Il ne faut pas diaboliser les choses pour des raisons politiques. Nous voulons tout politiser et ce n'est pas correct. Et alors, au regard de cette position, moi je crois qu'ici, si Luanda doit réussir, il faudrait qu'on mette sur la table toutes ces questions, puisque Luanda va y aller, c'est le pouvoir qui veut à ce qu'on aille à Luanda. Pas le choix. Mais s'il faut y aller, il ne faudrait pas qu'on exclue certaines questions. Laissez quand même le Rwanda d'abord en dehors de tout ça. Toutes ces questions se retrouvent quand même dans le processus de Doha. Aux États-Unis, on a même parlé de la corruption, on a même évoqué les questions liées à la corruption. Les États-Unis reconnaissent qu'ici il y a la corruption et que pour qu'il agisse, il faudrait que nous-mêmes nous puissions résoudre le problème de la corruption. Ça voudrait dire qu'on devrait prendre tout ce qui a été dit dans les différents accords, en tenir compte évidemment ou discuter sur base de cela parce que les préalables ont déjà été, les bases ont déjà été jetées. Chère madame, ici, on avait voulu discuter avec le M23, on a discuté avec le Rwanda. Il reste une discussion interne pour couronner le tout. On a discuté de toutes les questions. Au niveau externe, on a fait un accord avec le Rwanda. On a discuté avec à Doha, ça n'a pas marché. Maintenant, il faut une discussion interne. Et pour que cette discussion interne réussisse, il faudrait cette inclusivité. Vous avez raison de dire que les Américains nous taxent d'être corrompus ici. Et c'est à juste titre, ce n'est pas faux. C'est vrai. Cette corruption devient un sérieux problème. C'est l'une des questions qui doit être mise sur la table. Et ici, donc, il faut un dialogue. On a discuté avec tout le monde. Il faut un dialogue qui va mettre tous les Congolais ensemble. On a discuté avec tout le monde, sauf les Congolais. Même avec Kagame, même avec Nanga qu'on essaie d'accuser aujourd'hui. Mais on n'a pas voulu discuter avec les Congolais pour des questions internes, parce que ces questions internes dérangent. Une minute seulement de réaction à chaud. Merci. Je ne puiserai pas tout le fût. Je vais rester au niveau d'un petit commentaire. Vous savez, il ne faut pas désorienter ceux qui vous suivent. À Luanda, ce n'est pas le président de la République qui n'est pas allé là-bas pour lui confier la mission d'organisation de dialogue. Ça, c'est faux. Et de deux, il ne faut pas ici dire que le processus de Doha... Mais s'il vous plaît, il ne faut pas ici clamer haut et fort que le processus de Doha a échoué ou de Washington. Faux. Mon ami Sambaï avait donné l'exemple des accords de Lusaka du 10 juillet 1999. Mais à quel moment ça aboutit? Ça aboutit en 2003,
lors dialogue intercongolais. On est Donc, encore dans le processus. On est dans le processus qui suit son cours. Je comprends la douleur qu'il y a dans le cœur parce que nous perdons des frères et sœurs tous les jours. On veut que cela prenne fin le plus rapidement possible. Mais c'est quelque chose qui a des tentacules. Ça n'est pas en dehors du processus. Tout est dans ce processus. S'il vous plaît. Non, attends, qu'il termine d'abord. Mais alors, Terminé. Non, c'est juste la parenthèse. Je termine. On vous accorde votre parole. Si vous voulez à deux, c'est la version croisée, Gaëtan, qu'on va vous rentrer là. Elle sera là pour vous. D'accord. Oui. Je conclus pour dire que ce qui se fait est fait par l'interlocuteur valable de la RDC qui s'appelle le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Et donc, ceux qui pensent être des patriotes comme lui ne doivent pas attendre l'organisation d'un quelconque dialogue. Ils peuvent venir de bonne foi pour l'appuyer, pour que cette affaire aille de l'avant. Je donne l'exemple. Je pose directement la question à M. Mwango. Vous aurez le temps de faire le tour de table. J'espère que j'aurai une minute quand il parlera. Justement, lorsqu'il dit de bonne foi, ils peuvent venir de bonne foi. Kabila a été condamné. Il y a Matata Ponyo qui a quitté ce pays, nous savons. Il y a Moïse Katumbi qui n'arrive pas à rentrer au pays. Ils vont venir de bonne foi. Comment? Mais Kabila est condamné parce que évidemment, il a pris les armes. Matata, c'est parce que, évidemment, il y a cette affaire de détournement de corruption. Et que Moïse Katumbi, personne ne l'a empêché de revenir. Vous l'avez dit ici, les opposants qui veulent venir. Personne n'a empêché à Katumbi de revenir. Ce sont des exemples qu'on donne. Monsieur Mwango. oui. L'inclusivité du dialogue aujourd'hui. C'est vrai qu'on a parlé. Est-ce qu'on ne peut pas parler Congo? Et si on doit parler Congo, est-ce qu'on ne va pas revenir avec l'idée prônée par. Le nom m'échappe. Le nom va revenir. Je veux vous le dire. L'idée prônée par. Ça va revenir. Oui, l'inclusivité, c'est un impératif, c'est un souhait. Je suis de l'avis de ceux qui disent. Oui, continue. Qui disent qu'il faut aller en palier. D'abord l'aspect sécuritaire, ensuite l'aspect politique. Moi je me dis, madame, dans un pays sérieux, un certain Corneille Nangaa qui proclame des résultats et qui dit que tout est bon, demain il se rétracte, et puis il fait la rébellion. Qui peut suivre un tel monsieur? Madame, vous n'êtes même pas là, vous ne m'avez pas suivi. Je vous écoute. Hein? Je cherchais le nom de M. Jean-Marc Kabonde qui a fait le dialogue. Donc je dis que la thématique du dialogue avec le fond qui devrait être. Je dis que l'aspect politique n'a pas assez de place parce que l'aspect politique c'est un amalgame de mensonges. C'est des intérêts mesquins. Alors qu'il y a des gens qui sont en train de mourir. C'est pourquoi il fallait prioriser d'abord la paix et ensuite à l'interne discuter. Quel est le crédit qu'un citoyen congolais peut donner à un certain monsieur qu'on appelle Corneille Nangaa, président de la CENI? Il proclame, il est passé, j'ai une vidéo de Télé 50, parce qu'à un moment, je me documentais. Il est passé, dit, réellement, celui qui a gagné les élections, c'est Félix Antoine Tshisekedi, ici. À Télé 50. Mais maintenant, il va procéder par une campagne de diabolisation. Quelle confiance on peut avoir en un certain monsieur comme ça? Et ils sont nombreux. Donc, on comprend que tous ceux... Moi j'ai rien dans le gouvernement, mais je comprends que si mon tour n'est pas encore arrivé, ça va arriver. Tous ceux qui ne sont pas servis portent le chemin de Corneille Nangaa. Et là, c'est gravissime parce que à chaque fois que les Congolais aigris ne vont pas se retrouver, pourront toujours aller comme ça. Et alors, pour décourager ça, c'est quoi? Un, on finit avec l'aspect de paix. Deux, on entre maintenant dans l'aspect politique où des discussions ouvertes peuvent être débattues. Monsieur Sambaï. Non, madame, à considérer le temps. Non. Le temps est imparti, on me fait déjà signe que nous sommes déjà à 17h. Donc, vous voyez que les privilégiés, c'est... Sinon, j'ai fini en disant que Laurent Désiré, il y avait une parenthèse là que j'allais ouvrir. Hein. Oui. Quand les Rwandais sont venus, ils ont voulu immédiatement tuer Etienne Tshisekedi. Immédiatement là, Laurent Désiré Kabila a compris que les dangers étaient à la porte. C'est pourquoi il a dit à son confrère, monsieur, prenez les tracteurs, allez chez vous, allez cultiver. Les gens pensaient que c'était un moyen de les chasser de Kinshasa, pendant que c'était une protection assurée par Laurent pour la vie d'Étienne. Pourquoi? Parce que les Rwandais voulaient les tuer. Vous savez maintenant, le mal qu'il y a eu après, c'est quand Mouzé Étienne est allé à Kigali. Ces gens-là ne pardonnent pas. Et du Rwanda, il devrait être empoisonné. Tous ceux qui travaillent avec le Rwanda, ils meurent. Et la liste est longue. Le Kissa Sungandu, même Laurent Kabila. Donc vous voyez que même Nangaa aussi, s'il devrait regarder sur les rétroviseurs, combien de ceux qui ont pacté
baptisés avec ces gens sont morts. Il aurait compris la leçon. Mais je crois, je ne suis pas dans ces domaines-là, je suis juste en train de dire que l'Église aussi, peut-être pour parler à M. Mutombo, l'Église aussi est toujours du côté des faibles. L'Église comprend que quand on est au pouvoir, nous, l'Union sacrée, nous avons la force. Et l'Église doit protéger les faibles. Comme il a protégé le comme l'huile de peste dans le passé. Non, c'est pas pareil. Comme l'huile de peste dans le passé. C'est pas pareil. L'Église a fait que les mêmes M. de Lubumbashi, c'est pas pareil. M. de Lubumbashi, M. Fachi, et quand ils étaient messieurs là, à ce temps-là, à cette époque, étaient des privilégiés de l'Église catholique. Je me rappelle Si aujourd'hui l'Église joue le même rôle du cardinal Moussengo, voilà, il disait que nous sommes dans un prison à ciel ouvert. Et Moussengo jusqu'à dire que ça c'est, il parlait de médiocrité. Il insultait les gens du gouvernement à l'époque pour ne fût-ce que protéger l'UDPS. C'est vrai, on est au pouvoir, mais on ne peut pas tenir des propos aussi méchants envers l'Église qui a toujours été presque en équilibre. Monsieur Sambaye, on ne parle pas de l'Église, madame. On conclut. Madame, vous parlez d'individus. On parle des individus, on ne parle pas de l'Église. N'acceptez pas la rébellion. Selon le régime Mobutu, tout allait mieux et que les rebelles avaient tort. Et vous allez vous rendre compte que l'UDPS soutenait aussi la rébellion à l'époque, simplement parce que le régime Mobutu ne gérait plus bien le pays. Donc, diaboliser la SENCO, ce serait peut-être ignorer aussi cet aspect-là, où une partie considérerait que le régime en place ne gère pas bien et qu'il fallait prendre une autre position. n'a jamais soutenu Alors, madame, la rébellion. Non, faut je pas précise... dire ça. Ça, je ne laisse pas passer, monsieur Sambaye. Je vous aime bien, mais là, franchement, c'est un gros mensonge que vous diffusez en pleine télé 50. Lorsque l'AFDEL gagnait des terrains, ce sont des responsables de l'UDPS qui étaient nommés à chaque fois que l'AFDEL gagnait des territoires. Alors, je ferme la parenthèse et peut-être M. Henry pouvait me contredire si ce que j'ai dit n'est pas vrai, c'est vérifiable. Dans des livres, il faut lire peut-être d'Ayuel et ça a été bien précisé là-dessus. Alors, je conclue, madame, sécurisez-moi, je conclue parce que là, Bob et Henri sont en train de monopoliser la parole. Et ils vont avoir un version croisée. J'ai dit ceci, la politique, non, c'est l'arrivée de l'AFDEL. La politique, mon bout était mort. La politique, en 97 plutôt. Ouais, en 97, vérifiez, je vous mets au défi. Au mois de mai. Alors, à l'entrée de l'AFDEL, cher Bob, est-ce que vous pouvez m'accorder la parole? Etienne Tshisekedi, cher Henri, cher Bob. C'était la dernière fois. Etienne Tshisekedi a été Premier ministre 3 fois. Je comprends votre jeunesse. Je comprends votre jeunesse. Apprenez l'histoire. Ça appelle à la vérification. Oui, ça appelle à la vérification. Vous me vérification. donnerez raison. Et ma Je comprends votre jeunesse. Consultez Consultez vérifier. Permettez à M. Sambaye de conclure. Je comprends votre jeunesse. Consultez. Alors, vous verrez qu'en quittant d'ici, vous vous êtes trompé, que j'ai été mieux informé que vous. J'étais en train de dire ceci. S'il vous plaît, la crise politique est fondamentale et c'est celle qui engendre toutes les autres crises. La crise sécuritaire est engendrée par la crise politique. La crise économique est aussi engendrée par la crise politique. Parce que la politique, c'est l'art de gouverner. Et quand on gouverne, je cite le philosophe Ngoma Binda qui parle de la théorie des 3 murailles. Pour la force d'un État, il faut la muraille scientifique, la muraille sécuritaire et la muraille économique. Donc vous allez comprendre que les 3 murailles sont basées sur ce qu'on appelle la politique. La politique oriente les scientifiques à proposer des solutions pour l'efficacité dans la gestion de la chose publique, la sécurité ainsi que l'économie. Et vous allez comprendre que pendant 5 ans, madame, rapidement, de 1999 en 2003, il y avait des rébellions ici au Congo. Il y a des Congolais qui avaient pris des armes. Et par élégance, je ne vais pas citer des noms, mais on les connaît. Mais ces rebelles-là étaient sur la table de négociation. Ils avaient tué les armes. Et la crise sécuritaire était résolue à travers un dialogue politique. Ils ont gouverné les dialogues politiques avaient résolu les problèmes sécuritaires et tous les Congolais de l'Est vivaient maintenant en paix de 2003 jusqu'à la résurgence des M23. Alors vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, nous avons aussi des Congolais, au nom de ce qu'ils considèrent, eux, comme crise politique, ils ont pris des armes. Et l'État n'a pas tous les moyens possibles pour arrêter ces gens-là. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ce que Joseph Kabila aussi avait fait en 2003. C'est ce que Mouzé avait fait aussi en s'ouvrant au dialogue, simplement parce qu'il n'avait pas tous les moyens pour les arrêter. Nous n'avons pas les moyens de les arrêter et de mettre Corneille Nangaa dehors. Qu'est-ce qu'on fait? En ce moment-là, l'élégance et la grandeur d'esprit voudrait assez qu'on puisse parler de vive voix. Il y a ce qu'on appelle la révolution pardon. Parlons, dialoguons au nom de la paix
et puis nous aurons la solution efficace qui pourrait permettre à ce que nous puissions sécuriser les pays contre l'annexion, parce que la balkanisation, très cher Henri, c'est très difficile que ça s'accomplisse en République démocratique du Congo parce que la fibre patriotique est très forte. Sinon, la partie Bukavu et Goma serait déjà balkanisée parce que même par force la population résiste et refuse d'adhérer. Pas plus tard que ce matin, ils ont encore refusé d'adhérer à toutes les propositions des M23, quand même qui sont assiégés. Je vous dis grand merci, monsieur Olivier Samba. Nous sommes arrivés à la fin. Je voulais donner Monsieur la Bob. précision des années. Étienne Tshisekedi était Premier ministre de la RDC du 2 avril 1997 au 9 avril 1997. C'est de l'histoire. On peut vérifier après ici. Voilà, avril. Je vous dis grand merci. Je vous dis grand merci également, monsieur. J'avais raison. Monsieur Mwangou, Jean, oui, également monsieur Henri Mutombo. Grand merci également à vous. C'est un réel plaisir de partager ce plateau avec vous, mes téléspectateurs, dans l'espoir que nous puissions retrouver justement la paix en République démocratique du Congo et réunifier encore une fois de plus toute l'étendue du territoire national. Et nous vous disons grand merci. Et nous allons nous retrouver la semaine prochaine à la même heure, sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.